Nous allons voir les deux manières d'entretenir la motivation d'un sportif avec ou sans paralysie cérébrale. C'est-à-dire que c'est valable pour le patient qui a une paralysie cérébrale, mais c'est également valable pour une autre pathologie et même pour les sujets sains. La première manière de procéder, c'est de le préparer à une compétition, à un concours en quelque sorte. Le but, c'est d'apprendre à gagner, à être meilleur que les autres, mais aussi à ne pas se laisser décourager. Lorsque l'on perd, il faut aussi apprendre à perdre. Donc, c'est une école de vie en quelque sorte. Lorsque l'on perd, il faut savoir qu'en s'entraînant un petit peu plus, la prochaine fois, on pourra gagner. D'autre part, quand on gagne, on n'est pas toujours le premier. On peut avoir une médaille d'or, mais on peut avoir aussi une médaille d'argent ou une médaille de bronze. Premier, deuxième, troisième et même quatrième, c'est honorable. Alors la notion de résilience, lorsqu'on a perdu, eh bien c'est un phénomène psychologique qui consiste pour un individu affecté par un traumatisme, et oui, perdre c'est toujours un petit traumatisme, à prendre acte de l'événement traumatique de manière à ne pas ou ne plus vivre dans le malheur. Eh oui, on est malheureux quand on a perdu. Et à se reconstruire d'une façon socialement acceptable. Nous allons voir comme exemple de persévérance et de motivation Mohamed Krid, qui est un athlète handisport tunisien. Il n'a pas toujours gagné, mais il est toujours là et il essaye de faire le maximum à chaque compétition. Évidemment, pour y arriver, il doit s'entraîner régulièrement et avoir une hygiène de vie compatible avec de bonnes performances. Toujours sur le site du Comité paralympique international, on voit qu'il présente comme pathologie une paralysie cérébrale. On apprend également qu'il s'est mis à faire du sport à partir de l'année 2001 à Gafsa en Tunisie. Sur Wikipédia, on trouve un article sur lui et on apprend qu'il est né le 12 mai 1991 à Gafsa, qu'il est actif principalement dans les épreuves de lancer, qu'il débute sa carrière d'athlétisme à l'âge de 12 ans dans sa ville natale, au championnat du monde d'athlétisme handisport 2006 à Assen, donc il termine à la 5e place au lancer du javelot et à la 7e place au lancer du disque. Il va continuer puisqu'il remporte 2 médailles de bronze lors des championnats 2011 à Christchurch, respectivement au lancer du javelot et au lancer du poids. Il participe en parallèle aux Jeux paralympiques de 2008 à Pékin, où il remporte une médaille d'argent au lancer du javelot, tout en terminant 4e au lancer du disque et 14e au lancer de poids. Lors des Jeux paralympiques d'été 2012 à Londres, il termine 4e au lancer du disque, 8e au lancer du javelot et à la 10e place au lancer du poids. Vous voyez que, comme disait Pierre de Coubertin, le fondateur des Jeux olympiques modernes, le plus important, c'est pas de gagner, mais de participer. Car l'important dans la vie, ce n'est point le triomphe, mais le combat. L'essentiel, ce n'est pas d'avoir vaincu, mais de s'être bien battu. Toujours dans Wikipédia, on apprend que la Tunisie est très impliquée dans les Jeux paralympiques. Par exemple, en 2012, à Londres, il s'agit de la 7e participation de ce pays aux Jeux paralympiques d'été avec 19 médailles, dont 9 en or. La Tunisie termine 14e au classement général, devançant des pays comme la France. Et maintenant, un exemple de structure utilisant les compétitions comme moyen de motivation. Le Handi-Club Pomponiana Olbia. On voit ici la première page de rétrospective 2020
qui est un journal qui est édité, un magazine qui est édité chaque année. On voit ici la une de l'édition 2020 de ce magazine. L'activité de cet Handi Club dure depuis de nombreuses années. Vous voyez par exemple ici le magazine de 2003, toujours aussi dynamique, grâce à l'action de nombreux bénévoles menée par Laurence Lefranc qui se dévoue depuis des années. Depuis qu'elle est à la retraite, elle continue à s'occuper du Handi Club. Parmi les nombreuses activités de ce Handi Club, il y a les compétitions. On voit dans tous les magazines des patients en situation de compétition, que ce soit à pied, avec ou sans aide technique, avec ou sans déambulateur, avec ou sans canne, à cheval pour l'équitation ou en fauteuil roulant. Il est très facile d'organiser toutes sortes de courses, par exemple les courses en fauteuil roulant ou même en planche à roulettes ou encore en déambulateur, c'est très facile à organiser, ou en tricycle, vous voyez. Le Handi Club Pomponiana Olbia participe à de nombreuses compétitions, comme les Jeux nationaux de l'avenir. Mais il ne se contente pas de participer à des compétitions organisées par d'autres associations. Il organise chaque année plusieurs compétitions, et en particulier ce qu'on appelle les Jeux d'automne. C'est un travail considérable. Vous allez voir un compte-rendu. Les clubs consultés ont répondu présent. Et ce sont 116 participants venus de 9 associations ou centres spécialisés de toute la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui se sont retrouvés pour 2 jours de fête du sport. Comme chaque année, la motivation est plus que présente. Tous de 3 à 68 ans se sont affrontés dans les épreuves proposées. L'espace 3000, c'est l'endroit où ça a lieu, a de nouveau vibré, empli des encouragements des spectateurs, des accompagnateurs et des familles. Le fair-play, la convivialité et le plaisir étaient au rendez-vous, pour notre plus grand plaisir. Nos partenaires les plus fidèles nous ont encore suivis, permettant ainsi d'offrir de nombreux lots à tous les participants. La remise des récompenses s'est tenue en présence de personnalités dont Monsieur le maire de la ville d'Hyères qui a remis les médailles. Objectif atteint pour ces 33e Jeux d'automne. Rendez-vous l'année prochaine, pendant les vacances de la Toussaint, pour les 34e. La salle est déjà réservée. Nous venons de voir les avantages. Nous allons voir maintenant les limites et inconvénients de la motivation par la compétition. La compétition, c'est bien quand on gagne de temps en temps, c'est bien pour ceux qui arrivent à être champions, c'est bien ceux qui arrivent à avoir des médailles, mais les autres, la mise en situation d'échec est toujours difficile à vivre, on l'a déjà dit. Mais lorsque ça devient chronique, lorsqu'on ne gagne jamais, eh bien là, ça devient carrément anxiogène. C'est très étonnant. Mais même dans le milieu du handisport, il existe des tricheries, des incivilités et du dopage. Il faut voir par exemple des articles comme celui qui a été publié par France Info et qui s'appelle « Aux Jeux paralympiques, l'imbroglio de la classification des athlètes, il y aura toujours de l'injustice ». Et cet autre article paru dans l'Express, Jeux paralympiques, 5 façons de tricher sur son handicap. Nous avons vu que l'on pouvait essayer de motiver un sportif en ayant recours à la compétition avec les avantages et les inconvénients de cette approche. Deuxième partie maintenant, est-ce que l'on peut motiver quelqu'un pour faire des activités physiques ou sportives sans avoir recours à la compétition? Premier exemple, le karaté-do traditionnel que l'on peut pratiquer pendant des années sans jamais faire de compétition.
C'est le cas de ma fille que l'on voit sur cette image, c'est également vrai pour moi. Maître Funakoshi, qui est le fondateur du karaté moderne, a toujours refusé les compétitions. Dans le karaté traditionnel, on progresse au mérite à partir du moment où l'on a effectué un certain nombre de choses codifiées, des katas, des kions, des combats codifiés, eh bien on est apte à recevoir une ceinture supplémentaire. On passe de ceinture en ceinture, de niveau en niveau. Donc on valide en quelque sorte des acquis. Après un examen réussi, on voit ici la remise de la ceinture traditionnelle, ce qui encourage les élèves et les pratiquants à progresser de ceinture en ceinture. Donc ils doivent se lever d'une certaine manière, saluer, avant de recommencer à pratiquer. Ce qui est vrai pour les sujets sains est également valable pour les sujets en situation de handicap. C'est le cas de cette personne qui présente une paralysie cérébrale. Dans cette vidéo, on le voit effectuer le kata Jion, qui est un kata supérieur, c'est-à-dire un enchaînement qui doit être fait d'une manière extrêmement codifiée et qu'il a adapté à son handicap et qu'il effectue en fauteuil roulant. C'est impressionnant parce que c'est un kata qui ne se fait qu'à partir de la ceinture noire et je pense qu'il doit préparer le deuxième dan, car à partir de la ceinture noire on peut encore progresser, premier dan, deuxième dan, troisième dan, etc. Le karaté est l'affaire de toute une vie, donc on peut toujours progresser, toute sa vie. À certains moments précis de l'enchaînement, le pratiquant doit pousser un cri appelé kiai, qui a plusieurs buts. Premièrement, paralyser de stupeur l'adversaire imaginaire contre lequel on se bat virtuellement, lorsqu'on lui donne un coup décisif. Mais il permet aussi au pratiquant de libérer son excès de tension. Voilà une autre épreuve traditionnelle appelée Kion Ippon Kumite, c'est-à-dire qu'il y a une attaque que vous devez bloquer, il faut ensuite neutraliser l'adversaire. Il s'agit d'un enfant en situation de handicap et l'on voit qu'il utilise un déambulateur pour assurer son équilibre. On voit qu'il a une ceinture jaune, c'est-à-dire que ça fait quelques mois qu'il pratique le karaté, voire même quelquefois une année. Cette jeune fille présente une forme fruste de paralysie cérébrale. Elle va pratiquer en position debout le kata appelé Heian Sandan. C'est un enchaînement qu'il faut connaître pour obtenir certaines ceintures. Chaque geste a une application lors d'un combat réel. Cet enchaînement est relativement simple, mais il comporte tout de même 22 séquences différentes. Pour les activités en piscine,
il y a bien sûr les compétitions de natation, mais il y a aussi le protocole équilibre et coordination en piscine qui permet de quantifier toutes les performances. Donc le plus petit progrès effectué par le patient est répertorié et le motive à continuer. Pour plus d'informations sur ce protocole, je vous engage à voir ces vidéos et également à télécharger le protocole de rééducation de l'équilibre et de la coordination en kiné-balnéothérapie sur le site internet Haut-et-Fort. C'est gratuit et sans inscription. Ce protocole n'est qu'une manière de faire parmi de nombreuses autres. Par exemple, l'école française de natation délivre des diplômes de natation pour les enfants. Dans ce cadre, l'apprentissage de la natation se fait en plusieurs étapes. Il y a toute une série d'épreuves associées à un diplôme, c'est-à-dire que le sujet comme récompense en quelque sorte et comme validation de son travail, il a un diplôme. En fait, il y a 12 diplômes de difficulté croissante, depuis le bébé dauphin jusqu'au niveau dauphin d'or qui est le maximum. Par exemple, pour obtenir le diplôme du dauphin blanc, l'enfant est debout sur le bord de la piscine. Le moniteur donne le départ. Je saute dans une profondeur d'eau supérieure à ma taille. J'attends à la surface que le moniteur ait compté 5 secondes. Il me lance alors une planche. Je m'en sers pour parcourir 10 mètres, rejoindre un bord et sortir de l'eau. Ce type de progression peut s'appliquer à tous les enfants, que ce soit des enfants qui n'ont aucun problème sur le plan physique, que des enfants en situation de handicap. Je me souviens très bien du premier diplôme de natation que j'ai eu quand j'étais enfant et qui était le 25 mètres nage libre. J'étais très heureux d'avoir eu ça. Je me suis entraîné et l'année suivante, j'ai passé le 1000 mètres nage libre. On avait le temps que l'on voulait, mais il fallait faire 1000 mètres. Donc c'était possible et c'était assuré, si on avait le niveau, d'avoir un diplôme. Ces premiers diplômes m'ont beaucoup motivé. J'ai continué à m'entraîner. Je me suis inscrit pour passer le diplôme de surveillant de baignade. C'était déjà un niveau intéressant. Et puis j'ai encore travaillé et j'ai fini par avoir le diplôme de maître nageur sauveteur. À mon âge, je n'ai plus besoin de passer des diplômes pour pratiquer la natation. L'été, par exemple, j'y vais tous les jours et je me dis un jour sans aller à la mer est un jour perdu. Mais à une époque de ma vie, lorsque j'étais enfant, ça m'a bien motivé et je pense que ça peut motiver toute personne, que ce soit une personne en situation de handicap ou une personne qui n'est pas en situation de handicap. La connaissance des résultats, ou CR, permet d'entretenir la motivation et de faciliter l'apprentissage. En rééducation, on connaît surtout le protocole de rééducation de l'équilibre fonctionnel quantifié qui utilise la connaissance des résultats. Nous allons voir un exemple. Allez, c'est parti. Ce jeune patient présentait les séquelles d'un accident vasculaire cérébral qui avait eu la chance de bien récupérer. Hop là, il est tombé. Vous n'êtes pas fait mal? On peut bien sûr utiliser le protocole de rééducation de l'équilibre fonctionnel quantifié. La connaissance des résultats est un facteur important de motivation et de progrès. Et c'est vrai dans toutes les disciplines, et c'est très facile à mettre en pratique pour la course et pour toutes les activités liées à l'athlétisme. Pour ce patient, la connaissance des résultats, c'est la distance qu'il a parcourue en courant.
Comme vous le voyez, on contrôle systématiquement la fréquence cardiaque car après un accident vasculaire cérébral, il ne faut pas atteindre une fréquence cardiaque trop élevée. Pour entretenir la motivation et améliorer l'observance des exercices que la personne doit faire en solitaire, en dehors des séances d'activité physique ou sportive ou en dehors des séances de rééducation, l'enregistrement systématique des performances dans un registre a démontré son efficacité. Il ne faut pas hésiter à imiter le professeur Jean-Michel Graciès et ses contrats d'auto-rééducation guidée. Quelle que soit la pathologie, le fait de passer un contrat moral avec la personne, ça marche. Et puis, il y a la notion de registre dans ces contrats d'auto-rééducation guidée. Le patient s'engage à remplir un registre qui peut être quelque chose de très formel ou ça peut être dans le téléphone portable du patient. Il peut aussi vous envoyer un mail ou un SMS chaque jour où il y a marqué ses meilleures performances. Le fait que ce soit inscrit quelque part paraît très important. Et comme ça doit durer dans le temps, eh bien, ça permet d'entretenir la motivation. Prenons par exemple le patient que nous avons vu courir dans la pelouse. Il fait également du vélo d'appartement. Dans ce registre, qui est son téléphone portable, il doit noter la durée de l'exercice, la vitesse à laquelle il pédale et la résistance. Il va également noter sa fréquence cardiaque maximale atteinte au cours de l'exercice. Il y a des personnes qui sont motivées uniquement par la compétition, d'autres qui préfèrent les autres formes de motivation. Il y a même des participants qui jouent sur les deux tableaux. Tantôt ils font une activité pour la compétition et tantôt ils font la même activité mais sans but de compétition. Certains clubs ou handic-clubs sont très axés sur la compétition, d'autres n'utilisent jamais la compétition et enfin il y en a un grand nombre qui utilisent les deux possibilités, donc les participants ont le choix. C'est le cas au Handiclub Pomponiana Olbia, où les enfants peuvent aller une fois par semaine à l'équitation, sur poney au départ, et puis petit à petit ils arrivent à maîtriser de mieux en mieux le poney. D'autres participants sont très motivés par la compétition. Je lis le compte-rendu. Week-end de rêve pour nos deux cavaliers, Cyril et Alexandre. Ils ont retrouvé avec plaisir le centre équestre de la forêt de Moulières et leurs pensionnaires. Fort d'une année de travail et d'efforts répétés aux écuries de la Bouquetière à Hyères, ils ont concouru dans 3 épreuves. Reprise libre en musique, dressage et maniabilité. Cyril, pour sa dernière participation, a offert au Handiclub Pomponiana Olbia un titre de champion de France en dressage. Alexandre, prêt à prendre la relève, devient champion de France de reprise libre en musique en évoluant sur la ballade irlandaise de Renaud. En harmonie avec son poney, Evert, il ajoute avec ce poney un titre de champion de France en maniabilité. En équitation aussi, on a la possibilité de passer des diplômes, appelés galops. Ces diplômes sont évidemment de difficulté croissante. Il y a aussi la possibilité de participer à des galas, et la préparation des galas permet de motiver considérablement les participants. Nous allons voir maintenant d'autres activités physiques ou sportives dans lesquelles la préparation de spectacles ou de galas permet de motiver les participants. Lors des galas de karaté, chaque participant, débutant ou confirmé, en situation de handicap ou non, présente une technique ou un kata ou un combat codifié, seul
ou en groupe. Il peut aussi y avoir la présentation de petits sketchs amusants. Nous allons voir un exemple de démonstration de combat avec une arme traditionnelle d'Okinawa au Japon, qui s'appelle tonfa, lors d'un gala de karaté. Cette séquence a été préparée minutieusement pendant plusieurs mois, car chaque coup pourrait être dangereux, voire mortel, s'il n'était pas maîtrisé. C'est l'histoire d'un jeune samouraï, un justicier solitaire appelé Kevin, qui recherche le monstre que j'étais à l'époque dans une vie antérieure. Vêtu d'une cape noire et d'un masque, ce monstre semait la terreur dans la région en attaquant les voyageurs en traître, par derrière, pour le plaisir de tuer. Le samouraï va-t-il se retourner à temps lorsque le monstre va l'attaquer? Il faut qu'il y ait de l'action et du suspense. Ce spectacle a lieu devant tous les participants, mais aussi devant les familles et les amis. Alors, la manipulation de ces instruments n'est pas simple, ça demande beaucoup de dextérité, beaucoup de coordination. Et il faut quand même quelques années de pratique pour réussir à s'en servir parfaitement. Mais c'est une arme qui est utilisée notamment par les policiers dans certains pays. Donc c'est considéré comme étant très efficace. La compagnie Aramis a été créée en 2006. Elle est composée d'un ensemble de danseurs handicapés moteurs et valides. Son objectif est de modifier au travers de la danse le regard porté sur les personnes en situation de handicap. Les chorégraphies tiennent compte des possibilités physiques et du parcours de chaque interprète. La confiance et la complicité qui se sont installées entre les danseurs favorisent la recherche artistique. Le fauteuil devient l'outil, le support, base de la création, de figures et de portée. Chaque création chorégraphique est élaborée à partir d'une thématique précise. L'objectif est de laisser le spectateur poser son regard sur un ensemble de danseurs unis par la danse sans différence. Sans différence entre les danseurs valides et les danseurs en situation de handicap. Cette compagnie se produit lors de spectacles, de festivals, d'actions de sensibilisation sur la thématique danse et handicap, d'événements mettant en lien la culture et le handicap, de soirées événementielles en lien avec le handicap. Des ateliers de découverte de la danse adaptée sont proposés dans le cadre du service des sports de l'unité de rééducation fonctionnelle de l'hôpital Saint-Jacques à Nantes. La pratique de la danse, ce n'est pas seulement les spectacles. La danse est pratiquée dans d'autres contextes, par exemple par des personnes en situation de handicap, comme le montre cette vidéo intitulée « Comment la danse aide les enfants présentant une paralysie cérébrale ». Pour finir, nous allons voir une petite vidéo amusante qui nous montre que la danse peut devenir un moyen de facilitation de la position debout lors de la rééducation d'une petite fille qui présentait un retard psychomoteur et qui ne savait toujours pas marcher. On va toujours essayer ici de faciliter la position debout. Alors, premièrement, mettre l'enfant dans la position debout face à un objet stable, par exemple ici un espalier. Deuxièmement, l'occuper avec un jeu motivant, ici des rubans élastiques. Troisièmement, l'enfant a alors envie de rester dans la position pour pouvoir jouer. C'est ce que Madame Bobat appelle la commande indirecte.
Quatrièmement, tenir l'enfant avec le minimum d'aide et de facilitation, si possible avec le bout des doigts, comme on le voit illustré sur cette photo. L'enfant prend progressivement du plaisir et de la confiance en ses propres possibilités. Le thérapeute en profite pour lâcher sa prise de temps en temps pendant quelques secondes. C'est ce qu'on appelle le lâcher-rattraper. Nous allons donc voir la technique du lâcher-rattraper, et une bonne vidéo vaut mieux que 3000 mots. Vieux proverbe de chez nous. Tous les enfants aiment danser. Nous allons voir que la commande indirecte utilisée ici est la danse. Il y a une espèce de dialogue non verbal, un dialogue tonique entre le thérapeute et son patient. Danse, soca danse, soca danse, soca danse, soca danse, soca danse, et tu danses, soca danse, oh 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 danse, soca danse, soca danse, soca danse, oh 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 danse, soca danse, les paroles s'envolent. Oh, 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 et tu danses avec moi, et tu danses, et on danse avec moi. Oh, 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 qu'il est beau mon bateau. Oh, 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 on peut danser tant qu'on veut, on peut danser, on peut danser, on peut danser, on peut danser, on peut chanter, on peut danser, 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 tournez la tête, danser, on peut danser, on peut danser, on peut danser, on peut danser. On peut danser par ici, par là. Coucou, par ici, coucou par là. On peut, chez nous, les gars de la marine, t'as allé dans les flots bleus, t'as jamais froid aux yeux.